nous, on croit que par la mise en pratique et par l'entraînement, tu arrives à une application de ton savoir-faire, à une vraie maîtrise de ton savoir-faire. C'est ça la répétition. Allez, bienvenue pour un nouvel épisode de Wall the Talk. Je suis avec Benji. Dans la continuité, on est chez Cause à effet, donc collègue de fonds en face à face, pour des associations ou des ONG, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Ouais, carrément. On vous invite à aller voir la vidéo de la visite. Donc on a vu la partie formation, on a Julien qui nous a fait le tour de la boutique, on était sur la place de la Comédie à faire de la collecte de fonds. Je suis avec toi, Benji Benjamin, directeur de terrain. Directeur terrain chez Cause à effet. Ouais. Directeur terrain. Juste avant de démarrer, regarde, je te montre un truc pour que tu comprennes. Il y a un truc qui s'appelle le Gemba. Est-ce que tu sais ce que veut dire Gemba? Pas du tout. Gemba, c'est un terme japonais pour dire là où la valeur se crée. Ok. L'idée, c'est on va sur le terrain, on va sur le Gemba pour comprendre ce que les clientes, les clients vivent, ou les collaboratrices et collaborateurs. À la rencontre de la valeur. On rencontre de la valeur. Et pour aussi se poser la question de merde, qu'est-ce que j'ai mis dans la boîte qui emmerde les gens, qu'est-ce que j'ai mis dans mon produit qui finalement ne crée pas de la valeur, etc. Tu vois un peu l'état d'esprit. Okay. Et Wall the Talk, c'est vraiment l'idée, une émission immersive où on va à la rencontre des gens. D'accord ? Je trouve ça génial parce que toi, ton poste, c'est directeur de terrain. Pourquoi ? Parce que je suis, en gros, je suis directeur opérationnel. Okay. Donc, je m'occupe de toute la partie, bon, alors pas tout seul, mais je m'occupe de la partie réalisation des missions. D'accord. Mise en œuvre des ressources humaines, formation des responsables d'équipe, encadrement des responsables de mission, suivi des résultats, mise à jour des supports de formation, gestion des plannings de l'ensemble de nos missions, enfin tout ça, quoi. Un gros morceau, quoi. J'ai l'impression. Tout ce qui va comporter la partie opérationnelle. Aujourd'hui, Cause à effet, tu as 25 missions en parallèle sur toute la France. Ok. Donc ça sous-entend qu'on a 25 responsables d'équipe avec en moyenne 7 à 8 recruteurs donateurs par équipe. Et tout ça, c'est de la gestion d'êtres humains qu'il faut organiser et pour que les choses se passent bien. Ok. Tu vois. D'accord. J'ai préparé quelques questions. Donc, on a parlé tout à l'heure avec Julien et on s'est vu. On s'est dit que la partie recrutement était un sujet clé. Ouais, comment c'est une on recrute, certitude. Ouais. Et la partie comment tu arrives à former dans les meilleures conditions à votre métier. La partie formation, j'ai l'impression que c'est ton dada. Ouais. Clairement. Donc, c'est une partie passionnante du métier en tout cas. Qu'est-ce que tu trouves passionnant ? La transmission de savoir-faire, la transmission d'une compétence, et puis la formation, c'est aussi révéler les gens à eux-mêmes. Nous, on est sur un métier très particulier où les gens vont se découvrir des talents. Tu vois, on a des gars qui arrivent qui soit arrivent à bac-12 ou à bac+12 parce qu'on a tous les profils et qui vont se découvrir une compétence pour le métier qu'on fait et qui vont y prendre un grand plaisir à le réaliser. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a interviewé il y a quelques mois Patrick de Burger King. Ouais. Il a trois Burger King et il disait que son rôle de dirigeant ou le management était un révélateur de talent. C'est d'aller sur le terrain et de faire en sorte que les gens se révèlent. Comment tu t'y prends ? Alors, déjà, ça va partir sur la formation initiale, donc ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, donc toute la formation en salle où on va transmettre le savoir-faire, et après c'est le plaisir qu'ils vont avoir dans les modes de communication avec les gens, le plaisir de la compréhension du métier, de la transmission du savoir-faire des associations auprès du grand public. Okay. En fait, je ne sais pas si on se prend sur un truc au niveau de la formation ou si c'est les gens qui se prennent dans ce qu'on fait et qui aiment ce qu'on fait. C'est un sujet, moi, qui personnellement me passionne, l'apprentissage. Et toi, tu mets le doigt sur un truc où j'ai l'impression que tu es un pont, mais c'est à la personne de prendre en charge son propre développement et son propre apprentissage. Et par contre, toi, tu peux créer les conditions pour qu'elle apprenne. Ah oui, nous, on va donner toutes les clés
aux gens qui vont avoir envie de se donner les moyens de faire quelque chose, en fait. Tu vois. Et quel que soit, encore une fois, parce que c'est vraiment ça, moi, ça me fait penser à un gars qu'on a. Tu vois, moi, j'ai un gars, aujourd'hui, il est passé responsable d'équipe il n'y a pas longtemps. Le gars est ingénieur, il vient de finir ses études d'ingé. Plutôt que d'aller prendre un CDI en tant qu'ingé, alors qu'il avait un poste, il est venu travailler avec nous. Tu vois. Et parce que, en fait, c'est du kiff, quoi. Tu vois. Il prend du plaisir dans ce qu'il fait, il prend du plaisir dans le management, dans cette transmission-là de savoir. Ce matin, là, j'ai l'impression que le point de départ, c'est l'envie. Ouais, c'est une certitude. C'est une fois que j'ai l'envie ou j'ai le besoin, c'est là où je vais me dépasser et je vais apprendre. Est-ce que les personnes arrivent déjà avec l'envie ou tu crées quelque chose pour susciter cette envie ? Les gens vont arriver avec un besoin qui est celui de travailler sans savoir exactement où ils mettent les pieds. Ils vont arriver sur un truc où ils se disent écoute, je vais parler à des gens dans la rue, je défends des valeurs qui sont les valeurs des associations, ça a l'air chouette. Pour autant, ils ne concrétisent pas réellement ce que ça va être. Et de là, l'envie va naître. La transmission, après, je ne dirais pas que c'est fait pour tout le monde. Nous, on va former les gens au maximum pour leur donner toutes les clés. Et puis après, il y a des gens chez qui ça va être un déclencheur. Ce matin, là, on a vu un groupe. T'as passé une matinée avec, c'est ça ? Ouais. C'est une matinée, une journée. Ton regard d'expert, ça va donner quoi ? C'est très compliqué à savoir. Qu'est-ce que tu regardes ? Le savoir-être. Principalement savoir-être, savoir s'ils arrivent l'attention en salle, la préparation qu'ils ont mise avant d'arriver en formation. L'implication pendant la formation, la participation, les attitudes, les micro-attitudes des gens. Tu vois, est-ce qu'il est en train de geeker sur son portable ? Est-ce qu'il regarde ailleurs ? Est-ce qu'il prend des notes ? Est-ce qu'il prend pas de notes ? Est-ce que ça discute avec le voisin ? Est-ce que c'est concentré ? Est-ce que c'est une personne qui va être en retrait ? C'est une personne qui va se mettre trop en avant ? Plein de micro-détails qui vont te donner des petits tips sur les gens. Mais j'ai l'impression que tu regardes plus la posture et l'attitude. Ouais. Que le geste à proprement parler. Le geste, tu le formes comment ? Tu le formes sur le terrain ? Tu fais des use cases ou des cas des... On fait des mises en situation. Okay. On fait des mises en situation qu'on va répéter. Tu vois, tu parlais de la culture japonaise. Ils ont un truc dans la culture japonaise qui est le geste parfait. Moi, dans notre métier, on travaille la parole parfaite. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va répéter jusqu'à ce que tu arrives à un discours qui va pas être loin de la perfection finalement. Tu vois, dans l'agencement, dans cette fluidité, en fait, la construction du discours. Quand tu as un nouveau RD qui va arriver, il va avoir des connaissances de base. Est-ce qu'il va savoir mettre les choses en œuvre de manière à ce que ce soit compréhensible, recevable par la personne dans son entièreté ? Il va essayer et à force de le pratiquer, en fait, il va arriver sur quelque chose qui va être où chaque élément va amener à un autre élément. Ça va couler de source. C'est là-dessus qu'on travaille. Alors, on est écouté sur les podcasts et vu sur YouTube. Alors, ceux qui me voient, on voit que je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, D'accord. Logique. Quand tu dis répéter, c'est répéter mécaniquement ou c'est en même temps s'auto-évaluer et s'observer ? C'est quoi le... C'est s'auto-évaluer et puis c'est répéter. Au final, tu vas répéter un naturel. Tu sais, c'est comme quand tu travailles un morceau de bois. Imaginons que tu es menuisier. D'accord. Tu prends un bout de bois. La première fois que tu prends un bout de bois, tu vas tailler ton bout de bois. Tu le fais pas bien. Tu jettes ton bout de bois. Tu reprends un bout de... Ou que tu joues de la guitare. Tu reprends un morceau de bois. Tu retailles. Tu refais la même coupe. Ça fonctionne pas. Tu rejettes. Jusqu'à ce que tu arrives à une coupe qui va être parfaite. La répétition de la parole. En fait, nous, on croit que par la mise en pratique et par l'entraînement, tu arrives à une application de ton savoir-faire, à une vraie maîtrise de ton savoir-faire. C'est ça, la répétition. Ok, d'accord. Donc, ce que j'aime là dans ce que tu me dis, c'est que tu fais une différence entre la formation en salle et l'entraînement. C'est-à-dire la formation ou l'information, voilà, je vous transmets les techniques, je vous transmets les valeurs de la sauce que vous allez défendre, les valeurs de que vous avez fait, pourquoi vous êtes là, et t'essayes d'exciter ou de réveiller, mais normalement il y a déjà un terreau, si j'ai bien compris. Les gens qui sont là sont pas là par hasard, ou peut-être non, ils sont là parce qu'il y a un élément déclencheur qui leur a donné envie, tu vois, et
et ils se disent qu'ils sont mieux ici que ailleurs. Ils sont déjà portés par cette valeur associative, cette envie d'avoir un métier qui a du sens, finalement. Et ce que tu nous dis, c'est ok, ça c'est bien, mais par contre, il y a surtout à côté l'entraînement. Et c'est vrai que je discutais avec Julien, qui est handballeur. Ok, t'apprends pas à marquer un but derrière un slide dans une salle de réunion. Non, tu vas sur le terrain et tu le fais une fois, tu le fais 100 fois, tu le fais 1000 fois. Tu disais à un moment donné RD. Pour recruteur de donateurs. Pardon. Ok, non, il n'y a pas de. Ça, je fais exprès de capter pour traduire recruteur de donateurs. Il sait quoi? Il y a des niveaux chez vous, il y a un parcours, j'ai vu là sur le site internet qu'il y a recruteur, donateur junior, après confirmé. C'est quoi? Il y a un plan de carrière? Il y a un recruteur de donateur. Il peut y avoir un plan de carrière. Chez Cause à Effet, on a tous été recruteurs de donateurs un jour. Toi aussi? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai fait ma première mission en 2007. Ah ouais. Donc ça fait, j'arrive même pas à faire le calcul, 17 ans. Longtemps. Après, j'ai eu des périodes de pause. Tu vois, je pense que sur 17 ans, j'ai dû avoir 50 pauses au total. Donc ça fait 11-12 ans que je fais ça. Et oui, on a tous été recruteurs donateurs. Je Cause à Effet, aujourd'hui, tu rentres recruteur de donateur. Ensuite, tu passes recruteur de donateur confirmé. Recruteur de donateurs expérimentés, responsable d'équipe et de formation, où ils vont animer eux-mêmes leur formation, comme tu m'as vu faire ce matin. Responsable d'équipe de recrutement, où ils vont faire leurs entretiens de recrutement. Responsable de mission, directeur terrain, DRH. Donc il y a une vraie évolution. Ouais. Il y a moyen d'évoluer dans la boîte. Ouais. Tout est mis en place pour y arriver. Tout est mis en place pour des personnes qui sont sérieuses, impliquées, appliquées et qui ont envie de porter un projet collectif. Tu as commencé en quelle année, tu m'as dit? 2007. 2007. Depuis 2007, est-ce que tu vois une évolution du métier? Est-ce que c'est le même métier depuis 2007 ou non, il y a des choses qui ont changé? Le métier en lui-même n'a pas changé. Les gens, pour moi, dans la rue, n'ont pas changé. On est toujours face aux problématiques. Là où, chez Cause à Effet, on a fait évoluer le métier, c'est qu'on l'a professionnalisé. On a des formations qui sont très complètes, avec une définition de ce qui est à faire, pas à faire, le respect des valeurs aussi des associations, nos valeurs, qui sont aussi les valeurs de nos associations partenaires. Donc c'est à ce niveau-là où on l'a changé, nous, en tout cas. On l'a fait évoluer dans la conception même du métier, tu vois, dans l'encadrement. Est-ce qu'il y a un... Je mangeais avec Julien tout à l'heure et il a insisté beaucoup sur les conditions de succès. C'est-à-dire que si on crée les conditions de réussite, alors normalement il devrait se passer de belles choses, normalement. Hein. Et donc il insistait sur la partie, bien sûr, formation. Pour toi, c'est quoi les 3-4 clés de succès d'un bon recruteur donateur? Son implication, sa détermination à porter la couleur de l'association qu'il va représenter, sa capacité d'écoute et son envie de réussite, principalement. Nous, on peut apporter toutes les clés aux gens, mais si derrière, ils vont pas avoir cette envie de réussite, cette envie de dépassement, au final, on ne pourra pas le faire pour eux. Et c'est ça aussi qu'on apprend aux gens en formation. C'est que tu viens, tu as envie de représenter une asso, tu as envie de lui amener le maximum de choses possibles, mais pour ça, ça va te demander d'aller chercher en toi aussi. Et toi, c'est quoi ton sujet d'apprentissage du moment à toi? Sur quoi tu es en train de bosser? T'as un sujet sur lequel tu te dis, ouais, j'ai envie de progresser sur tel et tel sujet. De moi avec moi-même. Ouais, toi avec toi-même. Prendre la parole sur plusieurs personnes. Non, prise de parole en public, non, pas forcément. Un sujet où... Tiens, c'est intéressant comme question. Non, toi qui t'as envie de quoi? Parce que je pense que le point de départ, c'est l'envie. Non, mais très sincèrement, je pense sur ma capacité à déléguer, tu vois. Déléguer aux gens qui m'entourent, qui sont compétents et pour autant où je peux avoir tendance à être un freak control. Donc où j'aime bien voir que tout roule comme il faut. C'est important. Ok, cool.
J'ai demandé, tu connais ChatGPT? Ouais. Donc on a bossé un peu l'interview et en même temps hier soir j'étais là, je dis attends, je vais demander à ChatGPT quelques questions, quelques orientations et il m'a amené pas mal de sujets, mais il m'a amené sur le côté innovation pédagogique. Donc pour lui c'est son sujet du moment. Quelle innovation en termes de pédagogie tu as mis en place pour former rapidement et dans les meilleures conditions? Tu as l'impression de mettre en place quelque chose d'innovant en termes de formation, ou non, toutes les boîtes font la même chose? Est-ce que je sais que vous avez fait, vous avez un geste dans la formation qui est différent des autres? Je ne sais pas si c'est innovant. Mais en fait, quand on a créé les supports de formation, il y avait une vraie volonté de travailler sur l'intelligence collective. C'est-à-dire, plutôt que de faire une formation descendante à des gens qui, au final, ne maîtrisent pas le sujet, on pourrait faire une formation descendante et leur dire ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, il y avait un truc qui était hyper important, qui était la compréhension des mécanismes. Je pense que les gens, plutôt que de leur demander d'ingurgiter par cœur des choses, il est important de comprendre, tu vois, comment ça fonctionne pour maîtriser son sujet au plus rapidement possible. Et donc, tout notre process de formation est axé autour de la compréhension des mécanismes, que ce soit des mécanismes associatifs de l'association qu'on représente, ou que ce soit des interactions qu'on va avoir avec les gens dans la rue, ou des réticences même que peuvent avoir les gens, qui sont des réticences naturelles, ou de la volonté ou non de participer à une association. Donc comme je t'ai dit, moi c'est un sujet qui me passionne et j'ai l'impression que apprendre, c'est comme tu dis, c'est plutôt que de forcer les gens à faire quelque chose, c'est plutôt les amener à comprendre les modèles mentaux, ou c'est mon raisonnement qui m'amène à faire telle et telle action. Donc si je suis dans la rue et que je fais une bêtise, si j'essaye pas d'amener la personne à comprendre pourquoi tu l'as faite cette bêtise, il n'y a aucune chance qu'elle ne la refasse pas, etc. etc. Et c'est ce que tu es en train de me raconter. Ça, et donc c'est l'intérêt de la formation aujourd'hui et peut-être demain en salle, d'insister sur le why, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Combien de temps ça prend à peu près à être, je sais pas comment dire, compétent? C'est quoi? Il y a une notion de compétence, de performance? Il y a une notion de performance, pour sûr. Ouais. De compétence, ça dépend à combien de temps quelqu'un est capable de faire sauter ses propres verrous, ses propres limites, au final, parce que les freins qu'on a, en général, sont les freins qu'on s'impose à soi-même, tu vois. Et nous, on apprend aux gens à lever tous ces freins. Finalement, c'est là où je te disais tout à l'heure, tu vois, qui vont se révéler. Donc, ça dépend. Il y a des gens, il va leur falloir, en une semaine, ils sont en rue, ils sont hyper compétents, hyper à l'aise, comme des poissons dans l'eau. En tant que recruteur de donateur, pareil en tant que manager, tu vois, tu as des mecs, tu vas les mettre en manager en une semaine. Ils sont dans leur élément, ils managent une équipe de 10 personnes. On a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et t'en as d'autres, ça va leur prendre 3, 4 mois, tu vois, avant d'arriver à développer leurs compétences. Et pour autant, ils deviendront très bons. Ça marche comment? Vous avez une limite? Vous donnez une limite au bout de 5, 6 mois, 8 mois, j'en sais strictement rien. Vous avez un truc comme ça ou non? Vous laissez le temps à la personne? Nous, on part du principe que moi, j'accompagnerai toute personne qui se donne les moyens. Ok. Si tu te donnes les moyens, nous, après, l'obligation de moyens est définie chez nous, tu vois, parce que sinon, tout le monde peut te dire non, mais je t'assure, je me donne les moyens. Mais si tu te donnes les moyens, moi, je suis sûr que ça fonctionnera à un moment ou à un autre et on travaillera ensemble pour que ça fonctionne. Je vois bien on parle beaucoup de l'orientation, là où on veut aller, mais ce que vous rajoutez, c'est en plus l'engagement de moyens et le contrat assez clair tout à l'heure, Julien me parlait de valeurs, et pour lui, c'était aussi un moyen de dire voilà où on souhaite aller, mais très clairement, on sort du cadre, c'est pas normal, alors il faut qu'on en parle. Et toi, ce que tu dis, c'est à partir du moment où on a contraint tous les deux, moi Benji, je vais t'accompagner, Christophe. Les moyens, c'est peut-être durer ou faire telle chose. Si je déconne, ça veut dire que t'as plus envie. Explique-moi. Explique-moi déjà. T'as un engagement moral qu'on passe ensemble. Tu viens pour faire un travail.
Moi, mon travail est de te donner les moyens de faire ton travail, de te donner la possibilité de le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et pour autant, il faut qu'on fasse un pas vers l'autre. Tu vois, un responsable, un manager opérationnel ne peut pas porter à lui seul une équipe. Tu vois, il a besoin que les gens aient envie aussi d'aller dans le même sens que lui. Et ça, pour moi, c'est ça qui va te générer une équipe. Et la réussite, finalement, c'est que tout le monde aille dans le même sens ensemble. Et après, si t'as pas envie, tu vois, pour autant, c'est pas très grave. Tu vois, tu peux aller faire d'autres choses où tu vas plus te réaliser que là où tu es en ce moment. Hier soir, j'étais sur votre site internet là, et je me baladais dessus et je voyais donc notre vision de métier, je voyais égalité femmes-hommes, je voyais non-discrimination, je voyais formation, rémunération fixe. Génial, c'est génial. Julien en a parlé tout à l'heure, je trouve ça intéressant le côté la rémunération est fixe, donc il n'y a pas de dérive ou de risque de forcer quelqu'un à devenir donateur malgré lui. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Management participatif. Comme ça, on dit waouh. C'est vrai. On dit waouh. C'est vrai tout ça. C'est vrai tout ça. Ah, c'est vrai tout ça. Management participatif. Qu'est-ce que tu peux dire sur le management participatif ? Le management participatif, ce que je te disais, moi, il y a un responsable d'équipe qui va manager une équipe. Il va la manager si l'équipe si elle a du respect pour lui. Donc, s'ils ont envie de le suivre. On a des leaders, en fait, tu vois, plus que des responsables. C'est des gens qui vont aller ensemble quelque part. C'est un peu ça le management participatif. Le management participatif, c'est aussi reconnaître, tu vois, nous, sur la formation de nos managers, c'est aussi la reconnaissance de l'erreur. Par exemple, tu vois, un manager n'a pas tout le temps raison. Des fois, il va voir son équipe et dire « Ouais, t'as raison. Ouais, j'ai merdé. Désolé. » Tu vois. Et ça te crée une synergie d'équipe, en fait. Et puis, des fois, t'as pas la science infuse. Hein. Des fois, il y a des gars de ton équipe qui savent mieux que toi. Tu vois. Et tant mieux. C'est la richesse d'une équipe, au final. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Côté hommes et femmes, c'est parité, c'est vraiment... J'ai pas les ratios exacts, mais en termes de responsables d'équipe, ouais, je pense nous on recrute à la compétence. Enfin, là, je vais pas parler des RD, je vais parler de nos responsables. On recrute à la compétence. Donc, qui que ce soit, d'où tu viennes, ton genre... Si t'es compétente, ça fonctionne. Je crois que je me suis fait la réflexion l'année dernière. J'ai recruté 7 nouvelles responsables d'équipe. Coup sur coup, c'était que des nanas. Tu vois. Mais c'est quelque chose que tu regardes pas. Non, du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Mais il y a la parité quand même chez vous. Vous le regardez pas et... ça, c'est un toi, tu t'en tapes. Ouais. Et non, mais ça me va. Qui est totalement logique. Tu as dit un truc qui pour moi hyper clé, et c'est un peu le principe de Walk the Talk ou le fait d'aller sur le Gemba. C'est on n'est pas trop là pour ajouter, on est souvent là aussi pour enlever des croyances, des limites. Et l'idée du time do Gemba, c'est d'aller dans la boîte pour comprendre les conneries qu'on a mises aussi, qui empêchent la boîte de s'épanouir. Comment tu arrives à personnaliser le parcours ? Aujourd'hui, tu as eu combien de personnes dans la salle ? 14. Peut-être qu'au début, c'est formation initiale, tout le monde est au même niveau. Mais après, il y en a qui vont aller plus vite. Ça se gère où et comment ce côté ? Ça se gère par le responsable d'équipe. On a toute la partie formation initiale qui, elle, va durer 2 jours. Et effectivement, où là, on fait de la transmission d'informations généralistes. D'accord. Et après, il y a toute la partie formation continue qui va être mise en œuvre par le responsable d'équipe, qui lui-même va être suivi à distance par un responsable de mission, tu vois, qui va l'accompagner. C'est un travail de binôme, finalement, avec quelqu'un en présentiel et quelqu'un qui va partager son expérience et son savoir-faire avec notre responsable d'équipe opérationnelle, qui va lui aussi lui donner un peu de prise de distance, parce que quand tu es manager avec ton équipe au quotidien, finalement, tu as la tête dans le guidon et tu captes peut-être pas les bonnes choses au bon endroit. Et après, on a un traitement individuel. Le responsable d'équipe ou la responsable d'équipe a un traitement individualisé avec chaque personne sur des actions précises à mettre en œuvre. D'accord. Donc c'est cette personne-là c'est ce manager de proximité qui gère l'apprentissage, la courbe d'apprentissage de chaque personne.
Merci infiniment à Benji. Merci. Je repars avec plein de trucs. Tu as un dernier truc à rajouter? Pas qui me vient là tout de suite. Moi, je repars avec plein de trucs et je savais que j'allais repartir déjà avec l'envie et le côté. C'est-à-dire que si j'ai pas besoin d'apprendre ou si j'ai pas d'envie d'apprendre, je vais pas me faire mal ou du moins je vais pas me mettre en situation. Donc ça, c'est le premier truc. Tu as quand même dit un truc qui me plaît énormément sur l'engagement de moyens et le côté on est clair dès le départ. Ouais, sur voilà. Et ça arrive des fois d'être en galère sur la clarté ou non? Non, transparence. Vous avez bien bossé là-dessus, quoi. C'est pas un problème qu'on a la transparence. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas un sujet. Ça. Mais par contre, voilà, vous êtes clair dès le départ, ce qui fait qu'après la relation, elle est plutôt bonne. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais au moins le contrat a été posé. On part sur des bases saines et sereines. Et le troisième truc, alors j'en prends que 3, hein, t'imagines, mais vraiment, quand tu dis répétition, j'aime beaucoup, et je dirais même plus loin réactivation. Pourquoi? Parce que tu as intégré une notion de... Tu as dit parole parfaite. Ça, j'adore, je connaissais pas. Mais c'est pas du genre bêtement. C'est moi qui l'ai inventé. C'est vrai que c'est toi? Ouais. J'adore. Donc voilà, tu peux déposer. À chaque fois, je dirais, quand je devais réutiliser, je dirais Benji a dit. Donc, mais ouais, tu as dit le truc sur le côté et pourquoi on le fait. Ça, c'est pas de la répétition entre guillemets bête mécanique. Mon hypothèse, c'est que dans la rue, chaque personne est différente et donc il faut s'adapter. Et donc, c'est pas toujours la même chose. Et donc, il y a une notion de oui, je peux répéter, mais par contre, je dois comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain épisode. Bye bye. Merci Christophe. Bye bye.